Ah, j'ai François Mitterrand, l'homme de la gauche, l'homme qui incarnait la gauche française. François Mitterrand. François Mitterrand, né le 26 octobre 1916 à Jarnac, est mort le 8 janvier 1996 dans le 7e arrondissement de Paris, est un homme d'État français et président de la République française du 21 mai 1980 au 17 mai 1995. Avocat de formation, évadé de guerre, agent contractuel sous le régime du Vichy et récipiendaire de l'ordre de la Francisque, puis résistant, récipiendaire de la Croix de guerre 1939 à 1945, et de la médaille de la résistance française, il s'engage en politique après la Seconde Guerre mondiale au sein de l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Député de 1946 à 1958, puis sénateur de 1959 à 1962 et à nouveau député de 1962 à 1981, il est 11 fois ministre sous la 4ème République, notamment ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, ministre de la France d'Outre-mer, ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux, ministre de la Justice. Défavorable au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, il passe plus de 20 ans dans l'opposition. L'affaire de l'attentat de l'Observatoire en 1959 menace pour un temps son ascension politique. Après avoir fondé son propre parti, la Convention des institutions républicaines, il est candidat de l'Union de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 1965, qui perd au second tour face au président sortant Charles de Gaulle. Devenu premier secrétaire du Parti socialiste en 1971, il est à nouveau candidat de l'Union de la gauche à la présidentielle de 1974, lors de laquelle il est battu au second tour par Valéry Giscard d'Estaing. Candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 1981, il est élu au second tour face à Valéry Giscard d'Estaing. Premier chef d'État issu de la gauche de la 5e République, il faut notamment voter l'abolition de la peine de mort et un certain nombre de mesures sociales inspirées du programme commun puis décide du tournant de la rigueur. Il se présente en Européen convaincu maintient la France dans l'Alliance Atlantique ainsi que la France-Afrique. Avec la doctrine Mitterrand, il s'engage à ne pas extrader les anciens terroristes d'extrême gauche. Après la défaite de la gauche aux élections législatives de 1986, il nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement inaugurant la première cohabitation. En 1988, il est réélu président de la République face à Jacques Chirac. Son second mandat est marqué par l'engagement militaire de la France dans la guerre du Golfe, par l'adoption du traité de Maastricht, par la deuxième cohabitation avec Édouard Balladur, par le déclin de sa popularité, par des révélations sur son passé et son état de santé déclinant. Seul le président à avoir effectué 2 septennats complets, François Mitterrand détient le record de longévité à la présidence de la République française. Atteint d'un cancer de la prostate diagnostiqué dès 1981, mais gardé secret, il meurt quelques mois après son départ de l'Élysée où son ancien Premier ministre de la première cohabitation, Jacques Chirac, lui succède. François Mitterrand est baptisé le 6 mai 1917 à l'église Saint-Pierre de Jarnac. Il grandit dans une famille fortunée disposant de l'électricité dès 1922. Il fréquente l'école privée Sainte-Marie de Jarnac avec son frère Robert jusqu'en 1925. Cette année-là, François entre comme pensionnaire au collège privé d'enseignement catholique Saint-Paul d'Angoulême pour entamer des études secondaires. Il se révèle excellent en histoire, en géographie, en latin et en philosophie, et prend goût pour la littérature tandis que les mathématiques, la physique et l'anglais le rebutent. Il devient membre de la jeunesse étudiante chrétienne, structure étudiante de l'Action catholique. En 1933, un discours lui vaut de remporter le championnat de l'éloquence de son école. Il échoue au championnat régional. Il est admissible au premier bac en classe toute première, mais échoue à l'oral. Après avoir redoublé, il est admis et obtient son baccalauréat littéraire en 1934. Il choisit de s'inscrire aux facultés des lettres et des droits de Paris. À son arrivée dans la capitale, il s'installe au 104 rue de Vaugirard, pension où se trouve un foyer mariste, la réunion des étudiants. Il s'y forme intellectuellement auprès de ses premiers amis, Claude Roy, Pierre Bénouville et André Betancourt. Après une année de droit, il s'inscrit parallèlement en 1934 à l'École libre des sciences politiques, de laquelle il sort diplômé en juin 1937, dans la section générale classée 5e sur 150 de sa promotion, avec la mention bien.
La même année, il obtient un diplôme d'études supérieures de droit public avec mention bien, à la suite de l'obtention d'une licence de lettres l'année précédente. À partir de novembre 1934, François Mitterrand milite pendant plus d'un an aux volontaires nationaux, mouvement de jeunesse de l'organisation nationaliste des Croix de Feu du colonel de la Rocque. Porté par un courant très anticommuniste, il adhère à ce mouvement d'extrême droite jusqu'à la dissolution des ligues factieuses en juin 1936. Bien qu'il ait toujours nié, François Mitterrand a été ensuite membre du Parti social français jusqu'à son service militaire en 1938. Le 1er février 1935, François Mitterrand participe à la manifestation de l'Action française contre les médecins étrangers autorisés à exercer en France. Connu sous le nom de manifestation contre l'invasion métèque au cri de la France aux Français, en tant que critique littéraire, Mitterrand a écrit dans la revue Montal-Lambert et dans le quotidien L'Écho de Paris et d'Henri de Kérillis. Proche du Parti social français, ainsi que sur le quartier latin, il regrette qu'il se soit laissé envoyer par le dehors. Désormais, le quartier latin est ce complexe de couleurs et de sons si désaccordés qu'on a l'impression de retrouver cette tour de Babel à laquelle nous ne voulions pas croire. Dans son compte rendu d'une conférence de Marcel Criol publiée dans l'Écho de Paris le 18 mars 1936, il met en garde contre le danger de voir les masses indigènes se lever contre les colonisateurs si l'Éthiopie l'emportait. Alors qu'il chercha par la suite à s'inventer un engagement à gauche dès 1935, François Mitterrand est photographié lors du plus important chahut contre le professeur de droit Gaston Gèze. Le 5 mars 1936, dont les cours sont perturbés par des étudiants nationalistes, farouches défenseurs de la colonisation, depuis que Gèze a défendu l'Éthiopie à la tribune de la SDN en septembre 1935. En tant que conseiller juridique de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, dans l'Écho du Paris du 4 juillet 1936, Mitterrand qualifie ces manifestations de glorieuses journées de mars. Mitterrand se serait inquiété de l'expansionnisme nazi lors de l'Anschluss dans l'un de ses articles pour la revue Montalembert. Si son engagement pro-colonial à l'unisson de l'extrême droite est établi, Mitterrand reste éloigné du concept de racisme biologique. Il cultive par la suite des relations d'amitié ou de famille avec des membres de la cagoule, mais selon Henri Rousseau et Pierre Péan, ces liens ne traduisent pas une connivence idéologique. Une fois son diplôme de l'École libre de sciences politiques obtenu, il passe le concours d'officier de l'École nationale de la marine marchande en janvier 1938. Il se classe 5e et refuse d'y continuer ses études. Il réussit également le concours de rédacteur de la préfecture de la Seine, mais il ne devient pas fonctionnaire. Il prépare une thèse de sociologie politique sur l'aspect juridique de la souveraineté de la Tchécoslovaquie, mais l'abandonne. En septembre 1938, il est incorporé pour son service militaire le 23e régiment d'infanterie coloniale. Il y rencontre Georges Dayan, juif et socialiste, après l'avoir sauvé d'agressions d'antisémites de l'Action française et devient son meilleur ami. En septembre 1939, lors de l'engagement de la France dans la Seconde Guerre mondiale et terminant ses études d'avocat à Paris, il est envoyé sur la ligne Maginot, avec le grade de sergent-chef à proximité de Montmidi, dans la Meuse, avec le 23e régiment d'infanterie coloniale. Au sein de la 7e compagnie, commandée par le capitaine Xavier Louis, en mai 1940, quelques jours avant l'invasion allemande, il se fiance avec Marie-Louise Terrasse, future Catherine Langeais, qui rompt en janvier 1942 pour épouser peu après un comte polonais. Famille et liaison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand rencontre une jeune résistante bourguignonne, Danielle Gouze, et l'épouse du 28 octobre 1944. Avec elle, il a eu 3 fils. Pascal, né le 10 juillet 1945, est mort à 2 mois et 20 jours. Le 30 septembre 1945, Jean-Christophe, né le 19 décembre 1946, qui a été conseiller aux affaires africaines du président Mitterrand. Gilbert, né le 4 février 1949, maire de Libourne, de 1989 à 2011 et député de la Gironde entre 1981 et 2002. Une relation extra-conjugale avec Anne Pinjot, conservatrice de musée. François Mitterrand a une fille, Mazarine Pinjot, née le 18 décembre 1974 à Avignon,
qu'il reconnaît le 25 janvier 1994. Le 25 janvier 1984, devant notaire. Après avoir obtenu son agrégation de philosophie, elle a commencé une carrière d'enseignante, puis est devenue écrivain et chroniqueuse de télévision. Par ailleurs, Avran Forsn, militant politique suédois né en 1988, affirme dans un entretien publié dans un journal suédois le 8 août 2014 être le fils biologique de François Mitterrand. Sa mère, la journaliste suédoise Kristina Forsne, avait évoqué dans un livre paru en 1987 la liaison qu'elle aurait eue avec l'ancien chef de l'État français. À partir de 1988, François Mitterrand entretient une liaison avec Claire, une étudiante en droit et militante de gauche socialiste, 50 ans sa cadette, qu'il reçoit de nombreuses fois à l'Élysée. Relation avec le régime du Vichy et la résistance. À la suite de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, François Mitterrand est mobilisé sur la ligne de Maginot. Le 14 juin 1940, en tant que sergent-chef, il est blessé à l'omoplate droite. Après avoir été soigné, il est fait prisonnier par les Allemands le 18 juin. Après 18 mois dans le stalag de Trudchen et deux tentatives d'évasion infructueuses, il s'évade en décembre 1941 et rentre en France. En janvier 1942, bien que recherché par les Allemands en tant qu'évadé après un séjour chez les Sarrasins à Montry, puis chez les Lévis d'Espace à Saint-Tropez, il travaille à la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale, en tant qu'agent contractuel du gouvernement de Vichy, puis à partir de juin, au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il est chargé des relations avec la presse et où il favorise la fourniture de faux papiers pour aider les évasions. En juin 1942, il participe à des réunions au château de Montmort où sont jetées les premières bases de son réseau de résistance. C'est Antoine Mauduit, ancien prisonnier de guerre, arrivé à Vichy en mai, qui est à l'origine de ce rassemblement de Montmort baptisé La Chaîne, ouvert à des résistants de tendances et origines diverses. Le 15 octobre 1942, François Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain avec plusieurs responsables du comité d'entraide aux prisonniers rapatriés de l'Allier. Une photographie témoigne de cette rencontre compromettante qu'aucun des futurs adversaires de François Mitterrand, de Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac n'a utilisé à des fins politiques. Le 11 novembre 1942, en représailles au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, 3 jours plus tôt, les Allemands envahissent la zone libre. Cet événement va inciter Mitterrand à entrer plus fermement dans la résistance et à rejeter les positions du gouvernement de Vichy. En janvier 1943, Mitterrand démissionne du commissariat à la suite du remplacement de Maurice Pénaud par André Masson. Partisan de la collaboration, il considère cependant un poste à la tête des centres d'entraide. Il se met également en relation avec Chantier de jeunesse, une organisation de service national créée en zone sud par Vichy après l'armistice et avec les Compagnons de France, une association essentiellement destinée aux adolescents. Au cours des réunions de février 1943 à Montmort avec les membres de la chaîne, Mitterrand fait valoir ses arguments donnant priorité aux anciens prisonniers, en l'occurrence empêcher leur récupération par Pierre Laval, s'opposant ainsi à Michel Kelliot, le neveu du général de Gaulle. Partisan d'une lutte armée immédiate, le conflit entre les deux hommes persistera. En février 1943, puis plus tard, au printemps, il se rapproche de la puissante organisation de résistance de l'armée Aura en cours de formation. Il commence à prendre Morlan comme un pseudonyme non emprunté à la station de métro Sully-Morlan. Technique utilisée par les cagoulards, il utilisera aussi les noms de code de Purgon, Monnier, Laroche, Capitaine François, Arnaud et Alba. Il cofonde le Rassemblement national des prisonniers de guerre avec Maurice Pénaud, financé par l'Aura. Plusieurs membres du réseau Mitterrand-Pénaud sont en pratique membres de l'Aura. François Mitterrand lui-même est considéré par le service action de l'organisation
comme un de ses membres. Plusieurs actions sont décidées en commun entre des dirigeants de l'ORA et des dirigeants du RNPG et exécutées par des militants des deux mouvements. En mars 1943, Mitterrand rencontre Henri Freinet et le convainc de travailler avec lui. Grâce à Freinet, la résistance intérieure soutient François Mitterrand contre Michel Caillaux. Mitterrand se retrouve ainsi au cœur d'un réseau d'influence qui comprenait l'ORA. Maurice Pinault et ses partisans, les chantiers et les compagnons et les centres d'entraide, tandis que Michel Caillaux, en rupture avec la chaîne de Montmort, lance son propre réseau appelé le Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et des déportés, MRPGD. Cependant, à la date du 28 mai 1943, lors de sa rencontre avec le gaulliste Philippe de Chartres, sera un tournant dans son adhésion à la résistance. Selon Philippe de Chartres, la rencontre du 28 mai 1943 fut organisée car il y avait trois mouvements de résistance, le mouvement gaulliste, le mouvement communiste et un mouvement né des centres d'entraide. Donc, on m'a confié à Philippe de Chartres la mission de préparer ce que l'on appellerait ensuite la fusion des trois mouvements. En février ou mars 1943, parrainé par deux anciens, Cagoula, Gabriel Jantet, membre du cabinet du maréchal Pétain, et Simon Arbelot. Et après l'instruction de son dossier par Paul Racine, il est décoré de l'ordre de la francisque par le maréchal Pétain. Il est le récipiendaire numéro 202, délégué du service national et prisonnier de guerre. Cette décoration, remise au cœur de l'actualité par le journaliste Pierre Péan en 1994, marquera les derniers mois du second mandat de François Mitterrand. Selon Jean-Pierre Bloch, chef de la section non militaire du Bureau central de renseignement et d'action, BCRA, à l'époque, c'était sur notre ordre que François Mitterrand était resté dans les services des prisonniers de Vichy. Lorsqu'il a été proposé par la francisque, nous avons pas fortement été tenus au courant. Nous lui avions conseillé d'accepter cette distinction pour ne pas se dévoiler. Pour lui, comme d'autres résistants qui travaillent pour Vichy, comme Bernard de Chalvron, Raymond Marcelin ou encore Maurice Gouve de Murville, accepter cette distinction constitue une couverture idéale. L'activité du RNPG se déplace au cours de l'année 1943 de la fourniture de faux papiers vers la fourniture de renseignements à la France libre. Selon Pierre de Bénouville, François Mitterrand avait réussi à mettre sur pied un véritable réseau de renseignements dans les camps. Grâce aux prisonniers de guerre, nous avons pu prendre connaissance d'informations parfois décisives sur ce qui se passait derrière les frontières. Philippe de Chartres a aussi confirmé l'importance du RNPG comme réseau de renseignement. Le 10 juillet 1943, François Mitterrand et le militant communiste François Piatezouk sont les auteurs d'un coup d'éclat lors d'une grande réunion publique à Paris. Salvagram, consacré à la relève des prisonniers par les ouvriers au moment où André Masson flétrit la trahison des gaullistes. François Mitterrand l'interpelle de la salle et lui dénie le droit de parler au nom des prisonniers de guerre, qualifiant la relève d'escroquerie. François Mitterrand n'est pas arrêté, sa fuite ayant été facilitée par François Piatezouk. C'est au mois de novembre 1943 que François Mitterrand passe à la clandestinité après que son appartement rue nationale à Vichy a fait l'objet d'une descente de la Gestapo, qui perquisitionne son domicile en son absence et y interpelle des membres du réseau Mitterrand-Pinot, qui sont envoyés en déportation, dont l'un, le logeur M. Renaud, ne reviendra pas. Un peu plus tard, dans la journée, prévenu par un membre du réseau qui a pu s'échapper, l'épouse du colonel Pfister, dirigeant de l'organisation de résistance de l'armée, fait remonter Mitterrand dans son train, en gare de Vichy, arrivant de Paris car la Gestapo l'attend. En novembre 1943, il se rend clandestinement par avion le 15 à Londres, puis à Alger, où il rencontre le général de Gaulle. Le général Chiraut et Pierre Mendès France, la rencontre fut âpre. De Gaulle demande que les organisations des prisonniers fusionnent sous l'égide de MRPGD. Seule condition pour recevoir matériel et argent,
contre Caillaux, Mitterrand va finir par l'emporter à l'issue de cette réunion de Montmaur. Au neveu du général, qui réclame un plan global de résistance, il réplique que ce n'est pas le moment. De Gaulle, relatant son entrevue avec Mitterrand à Alger à l'hiver 1943 à 1944, dit qu'il avait travaillé pour Vichy avec tant de zèle que ça lui avait valu la Francisque. Il était entré dans ce corps d'élite, voyant que ça allait mal tourner. Il a voulu se dédouaner en entrant dans un réseau. Mitterrand m'a demandé de lui confier la direction d'un réseau charrette, qui marchait très bien sans lui. Je n'avais pas envie de risquer de me mettre un agent double dans un mouvement de résistance. L'anecdote est rapportée en 1947 par Alain Perfit, dans un deuxième tome de C'était de Gaulle, relatant son expérience de ministre de l'Information en 1962 à 1966, sous la présidence du général de Gaulle. Lorsque Perfit rappelle à de Gaulle que Mitterrand a été ministre dans le gouvernement de la Libération, de Gaulle répond c'est faux, un mensonge de plus, c'est un imposteur. Il a été nommé secrétaire général à titre intérimaire. De Gaulle appréciait peu Mitterrand et n'hésitait pas à le dénigrer, déformant volontairement la réalité des faits. Le 18 mars 1944, Henri Freinet écrit à Michel Queliot qui se porte personnellement garant de François Mitterrand et que le général de Gaulle partage son point de vue. Suivant Philippe de Chartres, c'est alors qu'il est toujours en Angleterre que le fonctionnaire vichiste Jean-Paul Martin, en accord avec René Bousquet, le fait prévenir des risques imminents d'arrestation qui pèsent sur lui à son retour, la Gestapo l'ayant repéré. Ascension politique de François Mitterrand. De retour en France, François Mitterrand participe au gouvernement des secrétaires généraux par le général de Gaulle, avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. À partir de février 1944, il dirige le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, qui unifie tous les réseaux de récentes prisonniers de guerre. En mai 1944, il est nommé au sein du gouvernement provisoire secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés PDR. Correspondant du ministre Henri Freinet dans l'attente de son retour de Londres, en août 1944, Mitterrand participe à la libération de Paris, où il participe à la prise du commissariat général aux prisonniers de guerre et refuse le poste de secrétaire général PDR. Lorsque Freinet prend la tête du ministère le 2 septembre, il est alors le président du MRPGD. Le 28 octobre 1944, il épouse la résistante Danielle Gouze à l'église Saint-Séverin, avec Jean Muni, Roger Patrice Pelat, Henri Freinet et Christine Gouze comme témoins. À son poste de secrétaire général des prisonniers et des victimes de guerre, il intervient en faveur de l'écrivain Robert Guélard, qu'il a connu en captivité. En avril 1945, François Mitterrand accompagne le général Lévis comme représentant de la France pour la libération des camps de Kaufering et de Dachau. À la demande du général de Gaulle, c'est là, en compagnie de Pierre Bugeaud, qu'il découvre par un hasard providentiel, Robert Anthem, mari de son amie Marguerite Duras, à l'agonie, atteint du typhus, les mesures sanitaires interdisant de l'évacuer. Il organise le transfert de cet ancien membre de son réseau, rétabli. Rétabli, celui-ci sera l'auteur d'un livre important sur la déportation, l'espèce humaine. En 1945, François Mitterrand et André Bettencourt apportent un témoignage en faveur du fondateur du groupe L'Oréal, mais aussi collaborateur et ancien financier de Cagoule, Eugène Schuller. François Mitterrand est alors brièvement engagé comme président-directeur général des éditions du Rond-Point et directeur du magazine Votre Beauté, appartenant au groupe fondé par Schuller. En février 1946, François Mitterrand adhère à l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, UDSR, qui préside ensuite de 1953 à 1965, et qui lui offre un premier laboratoire politique. Son candidat aux élections de la seconde Assemblée constituante, le 6 juin 1946, dans la 5e circonscription de la Seine, il ne recueille que 6% des voix. Par la suite, François Mitterrand hésite entre s'implanter
entre s'implanter politiquement dans la Vienne ou dans la Nièvre. Eugène Schiller le convainc alors de se présenter dans la Nièvre sous l'étiquette du Rassemblement des gauches républicaines. Pour sa campagne, il bénéficie du soutien d'Edmond Barrachin et des financements du marquis de Roual, patron du jambon Olida. Avec l'aide du clergé et d'un notable nivernais, François Mitterrand est élu le 10 novembre 1946 député de la Nièvre. À la tête d'une liste Unité et Action républicaine au programme anticommuniste, François Mitterrand abandonne alors ses fonctions aux éditions du Rond-Point. François Mitterrand devient en 1947 l'un des plus jeunes ministres de France, avec le portefeuille des anciens combattants et des victimes de guerre dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. En mai 1948, parmi 800 délégués, dont Konrad Adenauer, Léon Blum, Winston Churchill, Harold Macmillan, Paul-Henri Spaak et Altiero Spinelli, il participe au congrès de la à l'origine du mouvement européen auquel il adhère. Après son élection sur un territoire qu'il connaissait peu, François Mitterrand travaille son implantation locale dans la Nièvre et noue des liens durables avec la population locale. Il est présent annuellement à la commémoration de la fusillade par les soldats nazis de la population de Dun-les-Places. Après sa découverte du site en 1946, il procède annuellement à l'ascension de la roche de Solutré. Ainsi, il l'emporte aux élections cantonales de 1949, devenant conseiller général de la Nièvre dans le canton de Montsoche-les-Sept. Il est réélu en 1955, en 1961, en 1967, en 1973 et en 1979 et préside le Conseil général de 1964 à 1980. En 1950, René Pleven le nomme ministre de l'Outre-mer. Il est partisan de l'instauration d'une union franco-africaine où les territoires d'outre-mer jouiraient d'une autonomie négociée et librement consentie et s'efforce d'améliorer le sort des Africains, encore soumis à un régime très dur. Il est alors traité de bradeur d'empire. Il s'attire dès cette époque une vive hostilité de la part des colons et du RPF. Le parti gaulliste de l'époque, qui s'exprime notamment par la voix de Jacques Foccart, Édouard-Frédéric Dupont et Maurice Bayrou, missionné par René Pleven, il négocie avec Félix Houphouët-Boigny pour le convaincre de détacher son parti, le Rassemblement démocratique africain, du Parti communiste auquel il est apparenté, et d'étendre ainsi les rapports avec l'administration française. Lors des élections législatives de 1951, le RDA présente une liste commune avec l'UDSR. Afin de consolider cette politique libérale, François Mitterrand relève le gouverneur Laurent Péchaud qui avait été nommé par son prédécesseur, Paul Coste-Fleuret, pour démanteler le RDA. François Mitterrand s'aliène avec le MRP. En août 1951, le mouvement républicain populaire obtient de René Pleven que François Mitterrand quitte le ministère de l'Outre-mer. Ne faisant plus partie du gouvernement, François Mitterrand, réélu à l'Assemblée le 17 juin 1951, devient président du groupe parlementaire et renforce son influence sur l'UDSR et obtient l'élection au poste de secrétaire général d'un de ses partisans, Joseph Perrin. Pour autant, il conserve sa loyauté à René Pleven et reste président du Conseil. Du 20 janvier au 28 février 1952, François Mitterrand est ministre d'État. Sous le gouvernement d'Edgar Faure, il est chargé du dossier tunisien et esquisse un plan d'autonomie interne. Le gouvernement est renversé 6 semaines seulement après sa formation. Les libéraux en matière coloniale, c'est-à-dire ceux qui refusent la répression systématique et prônent l'égalité des droits entre colons et colonisés, puis l'autonomie, voire l'indépendance si elle est réclamée avec force par la population et un interlocuteur crédible, sont provisoirement écartés du pouvoir. Après la formation du gouvernement d'Antoine Pinay, François Mitterrand critique la participation systématique de l'UDSR.
au gouvernement et demande un recentrage à gauche. Il dénonce à l'Assemblée la politique répressive du gouvernement et défend avec vigueur le droit des Tunisiens à l'autonomie. Il intègre avec une centaine de personnalités le manifeste France-Maghreb présidé par François Mauriac rendu public le 8 juin 1953, demandant que soient mis en œuvre tous les moyens légaux pour que les principes des droits de l'homme soient appliqués sans distinction en Afrique du Nord. Le 4 juin 1953, l'investiture de Pierre Mendès France est rejetée. N'obtenant que 300 voix sur 314 requises, c'est un revers pour François Mitterrand qui s'était rapproché de Mendès France, à qui il confie la préface de son livre à paraître en juillet 1953, aux frontières de l'Union française Indochine-Tunisie, et sa volonté de négocier pour mettre un terme à la guerre d'Indochine, en opposition à la ligne du président de l'UDSR, René Pleven. L'impopularité de cette guerre sera une raison de sa prise de la présidence de UDSR, le 23 novembre 1953. François Mitterrand le défait alors par 402 mandats contre 337. Alors qu'il déclarait le 20 octobre 1957 à la tribune d'un congrès de l'UDSR, je ne puis imaginer que chacun de nos territoires puisse être amené à se gérer lui-même. François Mitterrand admet en 1953 dans son livre qu'il faut renoncer à poursuivre la guerre en Indochine. Il souhaite consolider l'empire colonial français en Afrique, allant même jusqu'à conditionner l'intégration européenne au fait que celle-ci intègre l'Union française. Le 28 juin 1953, il intègre cependant le premier gouvernement Laniel comme ministre délégué au Conseil de l'Europe. S'il est muet sous la répression de la manifestation du 14 juillet 1953, il n'hésite pas à contredire la ligne gouvernementale pour son livre. Il démissionne peu après en réaction à la répression menée au Maroc et en Tunisie. Puis généralement, l'élection de François Mitterrand marque une évolution de l'UDSR par des positions plus à gauche. Le nouveau président du parti se positionne dès lors pour atteindre l'hôtel Matignon. Il soutient alors une ligne libérale, mais déjà commune à cette époque pour l'outre-mer. Arrêt de la guerre d'Indochine, constitution d'un ensemble franco-africain fédéral plus confédéral, ce qui revient à accorder l'autonomie voire l'indépendance association aux territoires colonisés. Dans la tourmente de la guerre d'Algérie. En 1954, il est nommé ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Mendès France, formé en juin, qui met fin à la guerre d'Indochine par les accords de Genève du 21 juillet et reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie par le discours de Carthage du 31 juillet. François Mitterrand est alors opposé à l'indépendance de l'Algérie. Cette tentative de muter le gouverneur général Léonard et le directeur de la mosquée de Paris, puis d'augmenter le SMIC d'Algérie, rencontre l'hostilité des colons et de l'administration. En septembre, il est l'objet de rumeurs malveillantes dans le cadre de l'affaire des fuites. Il s'avère que Mendès France a fait faire depuis 2 mois une enquête discrète par son directeur de cabinet, André Pellabon, sur des fuites ayant eu lieu au comité supérieur de la défense nationale. Le président du Conseil n'a informé ni son ministre de l'Intérieur ni son ministre de la Défense nationale. 2 hauts fonctionnaires seront condamnés pour trahison. Du 19 au 23 octobre 1954, il se rend en Algérie où il rencontre une nette hostilité de la part des partisans de l'Algérie française. Le 12 novembre, à la tribune de l'Assemblée nationale, alors que les premiers conflits de la guerre d'Algérie éclatent, il déclare « La rébellion algérienne ne peut trouver qu'une forme terminale, la guerre. Puis l'Algérie, c'est la France. » En novembre 1954, le gouvernement annonce une forte augmentation des investissements sociaux en Algérie.
dans l'agriculture et l'éducation et entend préparer l'égalité des citoyens, des chances égales à tous ceux, quelle que soit leur origine, qui naissent sur le sol algérien. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, autorise alors Germaine Tillon à mener une enquête dans dans la zone d'insurrection afin, entre autres, de signaler les éventuelles exactions policières. En accord avec le président du Conseil, il fusionne la police d'Alger avec celle de Paris. Les décrets du 20 janvier 1955 qui mettent fin à l'autonomie de la police d'Algérie contribuent à permettre la mutation de 200 agents soupçonnés d'actes de torture ou de l'avoir encouragé. Parmi eux, le directeur des renseignements généraux d'Alger, les députés conservateurs en matière coloniale critiquent fermement cette décision. D'après François Mitterrand, la suppression de ce système détestable est à l'origine de la chute du gouvernement Mendès France. Un mois plus tard, lettre à Pierre Mendès France, 31 août 1959. En tout état de cause, le sénateur Henri Borgeaud, porte-parole Pénoir, avait ainsi menacé: si vous fusionnez les polices, nous voterons contre votre gouvernement. François Mitterrand assiste Pierre Mendès France dans les négociations qui aboutissent à l'autonomie de la Tunisie et du Maroc. L'Assemblée nationale ayant été une nouvelle fois dissoute, il mène campagne dans la Nièvre et conserve son siège lors des élections du 2 janvier 1956. Un mois plus tard, il est nommé garde des Sceaux. Dans le gouvernement Mollet, François Mitterrand participe aux travaux du gouvernement qui accorde l'indépendance à la Tunisie et au Maroc. L'autonomie à l'Afrique noire sur la question algérienne, il critique fermement la dérive répressive qui suit l'échec de la tentative de libéralisation en février 1956. Toutefois, c'est lui qui est chargé par le Conseil des ministres de défendre le projet de loi remettant les pouvoirs spéciaux à l'armée. Il donne systématiquement son aval en tant que garde des Sceaux aux nombreuses sentences de mort prononcées par les tribunaux d'Alger contre des militants de la lutte pour l'indépendance, notamment Fernand Yveton, membre du Parti communiste algérien, PCA, guillotiné à Alger le 11 février 1957. Sous son ministre, 45 militants algériens sont condamnés à mort de manière souvent expéditive, pour lesquels Mitterrand ne donne que cet avis favorable à la grâce, refusant de gracier dans 80% des cas connus, si avis étant manquant. Les témoins cités par son biographe Jean Lacouture décrivent un homme profondément hésitant. Cependant, au risque de s'exposer à l'accusation d'avoir couvert, voire encouragé des pratiques renouvelées de celles de la Gestapo et relevant pour le moins du crime de guerre, il reste au gouvernement car il veut accéder à la présidence du Conseil, où ses pouvoirs seraient plus importants. D'autre part, comme garde des Sceaux du gouvernement Mollet de février 1956 à juin 1957, en rédigeant et faisant adopter la loi de mars 1956 qui donnait tout le pouvoir aux militaires en matière de justice au sol algérien, François Mitterrand a créé les conditions légales de la torture en Algérie. Dans le temps où Bourget Monouri, son collègue au ministère de la Défense nationale, ferme partisan d'une solution militaire, faisait instituer les techniques contre-insurrectionnelles inspirées par l'Arche-Roi et Hogarth, qui permirent au général Massu, assisté du colonel Trinquier, de gagner la bataille d'Alger, janvier à octobre 1957. Dans un tout autre domaine, il fait adopter le statut de l'agence France-Presse le 10 janvier 1957. Après la démission de Guy Mollet, François Mitterrand refuse de participer à un gouvernement à moins de le diriger. Il ne parvient pas, bien que le président René Coty ait sérieusement envisagé de faire appel à lui.
Le 1er juin 1958, il refuse de voter la confiance à Charles de Gaulle, expliquant ainsi son vote. Lorsque le 10 septembre 1944, le général de Gaulle s'est présenté devant l'Assemblée consultative provisoire, issue des combats de l'extérieur ou de la résistance, il avait près de lui 2 compagnons qui s'appelaient l'honneur et la patrie. Ces compagnons d'aujourd'hui, qui n'a sans doute pas choisi, mais qui l'ont suivi jusqu'ici, se nomment le coup de force et la sédition. En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale. En fait, il les détient déjà du coup de force. En septembre 1958, il appelle à voter non au référendum sur la Constitution, qui est néanmoins adopté à une très large majorité puis promulgué le 4 octobre. Dans la 3e circonscription de la Nièvre, François Mitterrand est battu aux élections législatives de 1958, rétablissant le scrutin uninominal à 2 tours. Arrivé 3e au premier tour le 23 novembre 1958, il se maintient face au socialiste Daniel Benoist, conseiller général du canton de Luzy, contribuant à faire élire le 30 novembre 1958 le candidat républicain indépendant Jean Folquier, conseiller général du canton de Corbigny. Survie politique et première tentative d'union de la gauche de 1959 à 1971. En mars 1959, il est élu maire de Château-Chinon. Il le reste jusqu'à mai 1981 et un mois plus tard, sénateur de la Nièvre, il s'inscrit au groupe de la gauche démocratique. En octobre 1959 a lieu l'attentat de l'Observatoire dans lequel François Mitterrand est mis en cause et qui le mène, après la levée de son immunité parlementaire, à être inculpé le 9 décembre pour outrage à magistrat au motif d'avoir caché à la justice ses rencontres avec Robert Pesquet, l'auteur de l'attentat, après que dans une nouvelle version qu'il donne au juge d'instruction, il révèle que Pesquet, devant participer directement à l'attentat, lui aurait suggéré un attentat manqué. La loi d'amnistie de 1966 met fin à la procédure. Il effectue en 1961 un voyage en Chine où il rencontre Mao Zedong. Le 18 mai 1962, François Mitterrand est appelé à témoigner à des charges au procès du général Salan par Jean-Louis Texier-Vinoncourt. Le témoignage de Mitterrand porta sur l'affaire du bazooka. Tentative d'assassinat perpétrée contre le général Salan le 16 janvier 1957 et qui avait fait à mort le colonel Rosier. Mitterrand appuya la thèse de Salan à propos du complot gaulliste fomenté plus ou moins indirectement. C'est selon par Michel Debré, d'autres personnalités comme Roger Frey et Alain Cléauteret furent aussi cités comme prenant aussi plus ou moins part au complot. Cette thèse du complot gaulliste fomentée directement par Debré fut reprise par Mitterrand dans un éditorial du Courrier de la Nièvre. Les auteurs et commanditaires de l'attentat, Philippe Castille, Michel Feujouz et René Kovac, notamment, avaient motivé leur action par la nécessité de remplacer le général Salan, considéré par Pierre Mendès France comme le liquidateur de l'Indochine, par un général authentiquement favorable à la l'Algérie française. Pour François Mitterrand, Raoul Salan garde le droit de récuser certains de ses accusateurs qui, pour corriger la maladresse de l'avoir manqué, firent de lui plus tard son complice dans les événements de mai 1958, qui ramenèrent le général de Gaulle au pouvoir. Une partie de la gauche s'en prit alors à Mitterrand, lui reprochant d'être intervenu dans un règlement de compte au sein de la droite française, d'avoir été jusqu'à saluer Salan
dans son box et d'avoir pris place au milieu de ses partisans. Le 25 novembre 1962, Mitterrand retrouve son siège de député de la Nièvre et abandonne celui de sénateur à l'Assemblée nationale. Il appartient au Rassemblement démocratique, groupe de centre-gauche proche du Parti radical et présidé par Maurice Faure. Lors du référendum de 1962 sur l'élection au suffrage universel du président de la République, il appelle à voter non, alors que le oui l'emporte avec 62% des suffrages exprimés. En 1964, il devient président du Conseil général de la Nièvre. Il prend la tête de la Convention des institutions républicaines, CIR, et publie le coup d'État permanent, qui renforce sa position d'opposant de gauche à Charles de Gaulle. Conscient des divisions de la gauche et de la difficulté de se placer en chef de file, Paris égaré par ses intellectuels de gauche, François Mitterrand décide de concentrer ses attaques contre l'image même du général de Gaulle, image renforcée en particulier par son célèbre appel du 18 juin. En effet, François Mitterrand craignait que l'image de Gaulle, bien ancrée dans l'opinion, réduise ses chances dans une élection au suffrage direct, même avec une gauche rénovée. En outre, la séparation des pouvoirs et les domaines réservés prévus par la Constitution en cas de cohabitation conduisent François Mitterrand à radicaliser sa position. D'où l'agressivité vis-à-vis du chef de l'État qui manifeste en 1964 lorsqu'il précise qu'il importe que l'opposition s'affirme dans son accommodement. Il n'y a d'opposition qu'additionnelle dès lors qu'il s'agit de substituer un système de gouvernement à un autre. Retoucher, aménager, corriger le pouvoir absolu, c'est déjà composer avec lui, c'est mimer l'opposition de Sa Majesté, qui autant que la majorité participe au régime qui le soutient. Candidature à l'élection présidentielle de 1965. En 1965, bien que représentant d'une petite formation politique à la CIR, il est le candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle. Il axe sa campagne sur le changement comme l'indique son slogan de campagne. Un président jeune pour une France moderne. Son résultat semble inespéré en seconde position avec 31% des suffrages, tout comme celui du candidat centriste Jean Le Canuet, 15% des suffrages. Les sondages donnaient à l'époque Charles de Gaulle largement élu au premier tour avec 66% et 75%. François Mitterrand reçoit alors l'appui pour le second tour de toute la gauche, mais aussi du conservateur modéré Paul Reynaud et d'une partie de l'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, et des partisans de l'OAS. Au soir du second tour, Mitterrand est battu avec le score de 44% des suffrages exprimés contre 55% au général de Gaulle. Président de la Fédération de gauche de 1965 à 1968, Mitterrand. Fort de ce résultat, peu de gens pensaient initialement que de Gaulle pouvait être mis en ballottage. Il prend la tête de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS, qui regroupe les petits partis de la gauche non communistes, essentiellement la SFIO, le Parti radical, la CIR et divers clubs. Il forme également le premier contre-gouvernement en France, en 1966, expérience qui ne dure qu'un an. Aux élections législatives de mars 1967, le scrutin uninominal à 2 tours et la nouvelle disposition qui relève le seuil et élimine du second tour tous les candidats n'ayant pas obtenu au premier tour au moins 10% des inscrits, favorise la majorité sortante face à une opposition hétéroclite, PC, PS et centriste, de Jacques Duhamel, et des Unis. Mais avec 194 sièges, l'ensemble des partis de gauche
FGDS, Parti communiste, parvient à gagner 63 sièges. Le Parti communiste restant la principale force de gauche avec 20% des suffrages. Néanmoins, la coalition gouvernementale est reconduite avec une majorité réduite à un seul siège à l'Assemblée nationale. En métropole, au premier tour, l'ensemble de la gauche obtient même plus d'une voix que les seuls partis gouvernementaux gaullistes et giscardiens, alors que le centre démocrate de Duhamel recule de 3 points à 7% des voix. Mais avec le taux exceptionnel en France de 38% des suffrages, l'Union pour la 5e République reste le premier parti de France. Le 28 mai 1968, il déclare « Il convient dès maintenant de constater la vacance du pouvoir et d'organiser la succession ». Cette déclaration est faite la veille du départ du général de Gaulle, parti consulter le général Massu en Allemagne. Il propose le nom de Mendès France pour former le gouvernement provisoire et annonce qu'il est candidat à la présidence de la République. Au cas où une élection anticipée aurait lieu, De Gaulle a en effet annoncé qu'il organiserait un référendum et qu'il démissionnerait si le non l'emportait, une idée à laquelle le général a finalement renoncé. Le discours du 30 mai de Gaulle réplique de façon sèche les élections législatives anticipées de juin 1968. Se solde par un raz-de-marée gaulliste de 193 sièges pour la seule UNR et 61 sièges aux républicains indépendants, et une majorité à droite jamais vue depuis le bloc national de 1919. Alors que la gauche s'effondre de 194 à 80 députés, François Mitterrand parvient toutefois à sauver son siège de deux députés. En 1969, Mitterrand ne se présente pas à la présidence de la République car il a perdu le soutien de Guy Mollet, qui refuse de lui accorder le soutien de la SFIO. La gauche, représentée par Gaston Defferre pour les socialistes, Jacques Duclos pour les communistes et Michel Rocard pour le PSU, est éliminée du second tour de l'élection présidentielle qui voit la victoire de Georges Pompidou face au centriste Alain Power. Premier secrétaire du Parti socialiste de 1971 à 1980. Lors du congrès d'Épinay de 1971, la Convention des institutions républicaines se fonde dans le Parti socialiste, créé en 1969 en remplacement de la SFI. François Mitterrand est élu premier secrétaire du PS avec l'appui de l'aile gauche du parti. Le CRS, mené par Jean-Pierre Chevènement, est celui de deux puissantes fédérations, celle du Nord de Pierre Mauroy et des Bauges-du-Rhône et de Gaston Defferre. Comme l'a rapporté Pierre Mauroy dans ses mémoires, François Mitterrand n'envisageait pas initialement de devenir premier secrétaire. Cette tâche devait revenir aux dirigeants du Nord, et François Mitterrand lui-même devait exercer un rôle comparable à celui de Léon Blum entre 1921 et 1938. Mais Augustin Laurent aurait réclamé que Pierre Mauroy fût son successeur à la mairie de Lille, sans exercer de responsabilité nationale. En juin 1972, il signe le programme commun de la gauche avec le Parti communiste de Georges Marchais et le mouvement des radicaux de gauche et de Robert Fabre. Aux élections législatives de 1973, le Parti socialiste obtient presque autant de voix que le Parti communiste au premier tour et davantage au second, mettant fin à une supériorité qui remontait à 1946. Les élections cantonales qui ont lieu en septembre de la même année confirment cette évolution. Par ailleurs, le PSU chute de 4 à 2% par rapport à 1968. Au congrès du PS tenu à Grenoble la même année, la motion finale de François Mitterrand obtient 96% des voix. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, meurt des suites d'une longue maladie. François Mitterrand est désigné candidat du Parti socialiste le 8 avril,
puis devient le candidat unique de la gauche. La campagne est rude. Le ministre de la Sécurité sociale évoque à la télévision l'image des chars russes place de la Concorde, en raison des alliés communistes de Mitterrand. Et cette menace sera à nouveau utilisée lors de la campagne présidentielle suivante. Cette fois par Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur du président Valéry Giscard d'Estaing, deux décennies. Nekrasov, comédie parodique du marxisme à la française, écrite par Jean-Paul Sartre, s'était déjà moqué de cette peur rouge, qui sera citée dans le débat public 4 décennies de suite. Le 19 mai 1974, lors du second tour de l'élection présidentielle, François Mitterrand est battu par Valéry Giscard d'Estaing avec 49% des voix au second tour. Aux élections cantonales 1976 et aux élections municipales 1967, le PS défense nettement le PCF. En septembre 1967 a lieu la rupture de l'union de la gauche, alors que les communistes, se sentant menacés, posaient de nouvelles conditions à l'actualisation du programme commun. À l'issue du second tour des élections législatives de 1978, la gauche majoritaire au premier tour est battue par la droite UDF-RPR, qui obtient 291 sièges contre 200 à la gauche. Michel Rocard remet alors en cause pour François Mitterrand et la direction du Parti socialiste. En avril 1979, François Mitterrand s'allie avec le CRS de Jean-Pierre Chevènement contre Michel Rocard, la deuxième gauche, pour remporter le congrès de Metz du Parti socialiste. Victoire à l'élection présidentielle de 1981. Au cours de l'année 1980, il annonce sa candidature à l'occasion d'une entrevue avec Luce Perrault pour la promotion de son Ici et Maintenant. Lors du congrès extraordinaire de Créteil qui se déroule en janvier 1981, il est désigné candidat du PS avec 83% des voix. Il adopte les 110 propositions pour la France comme programme. Recyclant bon nombre des propositions du programme commun, en même temps, il dévoile son slogan pour cette élection, la force tranquille. Le 26 avril 1981, au premier tour de l'élection présidentielle, il recueille 25% des voix contre 28% pour Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac obtient 18% des suffrages et Georges Marchais 15%. Durant l'entre-deux tours, François Mitterrand bénéficie du ralliement des communistes et de l'attitude de Jacques Chirac, qui se montre réticent à soutenir le président sortant. Déclarant son intention de voter pour Valéry Giscard d'Estaing à titre personnel, Jacques Chirac refuse de donner une consigne de vote tandis que plusieurs permanences du RPR appellent leurs militants à voter en faveur du candidat socialiste. En fait, dès 1980, un accord secret avait été trouvé au domicile d'Édith Cresson entre François Mitterrand et Jacques Chirac, ce dernier promettant de faire en sorte que son électorat se porte au second tour sur le candidat du PS, en espérant profiter du désenchantement de la tendance. Alors que Jacques Chirac a toujours plus publiquement démenti l'existence d'un tel accord, François Mitterrand en a révélé l'existence à Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1995, estimant que sans cet accord, avec 500 000 voix à la clé, il ne pouvait être élu. Plusieurs personnalités politiques, dont Édith Cresson, confirment par la suite cet accord secret. Au soir du 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République avec 51% des suffrages exprimés contre 48% à Valéry Giscard d'Estaing. Président de la République. Premier septennat 1981 à 1988. Le 21 mai 1981, le septennat du nouveau président s'ouvre par une cérémonie au Panthéon. Et puis il nomme son premier gouvernement dirigé par Pierre Mauroy.
Le lendemain, il dissout l'Assemblée nationale. Les élections qui suivent les 14 et 21 juin 1981 lui donnent la majorité absolue au Parlement. Un deuxième gouvernement de Pierre Mauroy fait entrer 4 ministres communistes. De nombreuses réformes sociales sont alors adoptées. Sur le plan économique, le septennat est marqué dans un premier temps par une vague de nationalisation, loi du 13 février 1982, et par une politique de maîtrise de l'inflation, infléchie vers l'austérité à partir du tournant de la rigueur, vu comme un passage à une culture de gouvernement par les partisans de la deuxième gauche. Gouvernement Mauroy. Les 2 premières années du gouvernement Mauroy se caractérisent par une série de mesures économiques à rebours. Des autres pays qui diminuent leurs dépenses publiques et par des relances keynésiennes qui fonctionnent mal. Mesure phare du programme commun de gouvernement signé en 1972 entre le PS et le PCF. La loi du 11 février 1982 entraîne la nationalisation de banques. Les 36 premières banques de dépôt ainsi que Paribas et Suez, et de grands groupes industriels, Compagnie Générale des Eaux, Péchinet, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Technicolor. Le gouvernement octroie une augmentation du SMIC de 10%, des allocations familiales et de logements de 25%, handicapés de 20%, procède à des mesures symboliques telles que la création de l'impôt sur les grandes fortunes, supprimé en 1987, rétabli en 1988 sous le nom d'ISF, impôt de solidarité sur la fortune. Suit une série de mesures touchant le travail telles que la semaine de 39 heures, durée légale du travail, la 5e semaine de congés payés ainsi que des ordonnances cumul d'emploi-retraite, le travail à temps partiel et l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Le gouvernement accorde la retraite à 60 ans. Les lois Auroux sur le droit du travail transforment profondément les relations de travail en France. Enfin, la loi Quilliot modifie les droits et les devoirs des bailleurs et locataires. Toutes ces mesures sont accompagnées par un premier blocage des prix, par la fin de l'indexation des salaires sur les prix et par un durcissement du contrôle des changes. La relance de l'économie et les lois sociales amènent le Premier ministre à décider une augmentation de 27% des dépenses publiques. Il en résulte au cours de l'année 1982 le triplement du déficit budgétaire, un accroissement de la dette publique de 418 milliards à 617 milliards de francs, un déficit de la balance extérieure de 93 milliards de francs au lieu de 50 milliards, un important écart d'inflation avec les partenaires européens, la dette extérieure étant multipliée par 4 en 3 ans. Il a paru, après la chute du franc, la nécessité de 3 dévaluations, octobre 1981, juin 1982 et mars 1983. Confronté à une forte hausse de la dette et à une importante dégradation des comptes publics intérieurs et extérieurs, le gouvernement doit changer de politique. C'est le tournant de la rigueur. La France doit alors traiter avec les partenaires commerciaux États-Unis, Royaume-Uni et le Canada, qui effectuent une révolution conservatrice en adoptant une vision économique plus libérale, proche de l'austérité. Les gouvernements réalisent d'importantes réformes juridiques, suppression de la Cour de sûreté de l'État et de la justice militaire en temps de paix, abolition de la peine de mort, abrogation de la loi dite anti-casseurs qui établissait notamment le principe d'une responsabilité pénale collective. Il faut adopter une loi d'amnistie qui inclut les délits homosexuels. Les différentes mesures sont prises concernant la vie culturelle et les médias, telle l'autorisation des radios locales privées et la première fête de la musique, créée par chaque langue ministre de la Culture et créée la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, fait cesser le fichage des homosexuels et le communiste, Jacques Ralit. Ministre de la Santé, retire l'homosexualité des troubles mentaux. Le gouvernement introduit par ailleurs, via la loi Forny, le passage de la majorité sexuelle à 15 ans,
pour tous, abolissant la distinction introduite en 1942 et confirmée en 1945 dans l'âge de consentement entre rapports homosexuels et hétérosexuels. Le mode de vie homosexuel cesse d'être une clause d'annulation d'un bail d'habitation. Le gouvernement procède à une régularisation des étrangers en situation régulière qui exercent un travail et peuvent le prouver. La loi cadre de fer sur la décentralisation élève la région en une collectivité territoriale de plein exercice. En matière d'éducation, se créent les zones d'éducation prioritaire, ZEP. Vive la France, vive François Mitterrand, vive la République française.